Bonsoir, alors je suis Natacha Oppenheimer, la fille de Michel Oppenheimer. Tout d'abord, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous ont aidés pour organiser cette soirée. Alors, premièrement, Mira, qui est mon neveu, et grâce à lui, on a cette belle salle. Donc, on travaille ici, on a eu cette salle. Et aussi, j'aimerais vraiment remercier Sylvie, qui a été main dans la main avec moi pour mettre sur pied cette soirée. Et puis, bien sûr, Sylvie aussi, ma belle-sœur. Voilà, le soutien de tout le monde. Donc, on est très content de vous avoir ici. Et c'est la deuxième fois que papa fait une soirée comme ça de Zikaron Bassalon. Il l'a fait il y a 3 ans, avant le Corona. À l'époque, c'était vraiment officiel, c'est-à-dire que c'était organisé par Zikaron Bassalon. Cette fois-ci, c'est amical et familial. Et en fait, on voudrait dédier cette soirée à 3 personnes très chères que papa a perdues depuis il y a 2 ans. Alors, au début, il y a 2 ans, c'est sa sœur Oppenheimer, qui est juste au-dessus de lui, qui habite en Angleterre, qui est décédée du corona, il y a juste 2 ans. Ensuite, il y a son frère aimé, Emmanuel Sommer, qui est décédé aussi du corona en janvier 2021. Et ma mère, son épouse, qui est décédée en septembre 2021. Donc voilà. Et bien sûr, on veut dédier la soirée aux parents de papa qui ont été déportés en 1942. Et à mes autres grands-parents aussi, qui de côté de maman, qui ont été aussi déportés en fin 1943, et tous les autres juifs de ce même chose. Alors voilà, papa, à toi l'honneur. Voulez-vous que je me lève ou je peux rester assis? Oui, j'ai oublié de dire que papa a eu 92 ans il y a 1 mois. Bonsoir à tous. Je suis Michel Oppenheimer. Je suis né en Allemagne, dans une famille qui a vécu dans un tout petit village en Allemagne. Mon père était fabricant de cigares là-bas, comme l'était déjà son grand-père, mon grand-père. D'un premier mariage de mon père, il y a eu 3 enfants. Annie, qui est décédée quand j'avais 2 ans, je crois qu'elle est décédée de la tuberculose, et 2 frères, Ernst et Werner. Quelques années plus tard, je pense que la mère de ces enfants est décédée de la grippe espagnole. Mon père s'est remarié en 1923 ou 24. Excusez-moi les précisions de date, c'est pas toujours brillant. Avec Margaret Kramer, et ils ont eu 4 enfants. L'aînée Hannah, la seconde Ruth, le troisième, en allemand on m'appelait Michael, et la dernière Féo qui est à Haïfa en ce moment. Et est avec nous en WhatsApp. Nous avons donc vécu dans ce village. Moi, en fait, la période que je connais plus, c'est le nazisme. Mon père a eu pas mal de difficultés avec la fabrique. À un moment donné, c'est une entreprise qui marchait très bien. Il y avait parfois 100 employés pour les fabrications de cigares. C'était le plus gros employeur de la région. Vous me dites si vous entendez mal. On voit d'ailleurs là, c'est les ouvrières, c'était dans les années 20, donc il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Et on voit les ouvrières. C'est surtout les femmes qui roulaient les cigares. Et est venue premièrement la crise de 1929, la crise économique mondiale quasiment. Ensuite est arrivé, ils
ils ont pas mal de difficultés avec la sœur aînée, Annie, qui a dû être soignée en Suisse et ailleurs, donc il y avait pas mal de frais. Et ensuite, l'avènement du hitlérisme. Avec l'avènement des nazis, les juifs fabricants de cigares ou marchands de tabac n'avaient plus la possibilité de toucher à cette matière première qui venait de l'étranger. Donc là, c'est encore beaucoup plus mauvais, la situation financière. Alors, Fränkisch-Krombach était un village où, à un moment donné, il y avait 3% de juifs d'habitants. En 25, il y avait encore 56 personnes. C'est mon grand-père qui a conçu la synagogue au fin 19e. La région était une région pauvre d'Allemagne, il n'y avait pas d'industrie, l'agriculture n'était pas extraordinaire. Donc c'était vraiment une providence pour beaucoup de gens dans le village d'avoir cette profession. Et en plus, mon père qui avait un esprit assez avancé, les retraites étaient à l'époque simplement volontaires pour les employeurs, et donc il a souscrit une retraite pour tous les employés. Donc par hasard, nous avons rencontré quelqu'un beaucoup plus tard, qui nous a dit « Je survis grâce à la retraite que j'ai pu obtenir par votre père. » Comment ? Oui, mon père était, par sa fonction de directeur, peut-être de patron, était au conseil municipal comme social-démocrate. C'était un des 3 notables du village, c'est-à-dire qu'ils étaient 3 à avoir une voiture et un téléphone. Donc, quand ma période, c'est-à-dire à partir de 36, 38, où j'ai réalisé un peu les problèmes, mes parents ont commencé à essayer de faire partir leurs enfants. Alors les 2 fils aînés étaient nettement plus âgés que nous. L'un prévoyait de réunir des papiers pour aller aux États-Unis, et le deuxième, être agriculteur en Argentine, dans le but de nous faire venir éventuellement en Argentine. À l'époque, je pense que c'était un peu plus facile que les États-Unis. Une petite parenthèse, à l'époque déjà, il n'avait aucune connaissance de l'agriculture et il fallait lui trouver un fermier qui veuille bien lui montrer. Mais ça, c'était très mal vu aussi, puisque juif. Et donc, il y a un fermier qui a bien voulu, par amitié, qui a bien l'initier à l'agriculture. Donc, il partait le matin de très bonne heure, et je me souviens, j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là, mais ma mère lui disait « S'il te plaît, ne chante pas quand tu traces le matin ». Bon, mes souvenirs de cette époque sont très très limités. Donc, alors ma sœur Ruth, qui avait juste 1 an de plus que moi, est allée à l'école publique du village. En 1936, quand moi j'ai eu l'âge scolaire, c'était interdit aux juifs d'aller dans les écoles publiques. Si bien que les communautés environnantes, juives environnantes, ont créé une école dans un patelin qui s'appelait Höchst, qui est à 16 km à peu près de chez nous. Il y avait donc une petite voiture de ramassage qui ramassait les différents enfants pour aller à Höchst, aller à l'école. Il y a des souvenirs que j'ai connus par ma sœur, parce que moi personnellement ça ne m'a pas marqué, mais elle et ma mère en étaient très touchées lors parce que tout le monde reconnaissait cette voiture de juif naturellement, et un déménageur, je crois qu'il était déménageur du village, nous a bloqué la route, a commencé à frapper contre les vitres
Ça, c'est ma sœur qui le raconte parce que c'est comme ça. Mais enfin, c'est connu l'histoire. Nous étions tous dans le minibus, assez effrayés probablement. Et ma sœur dit dans son livre que c'est la première fois qu'elle s'est rendue compte que même ma mère pouvait avoir ça. Elle avait à l'époque 8-9 ans. Entre parenthèses, à propos d'elle, une fois que j'ai pu lire son livre, je me suis rendu compte qu'elle avait une somme de souvenirs tout à fait extraordinaire de son enfance, que moi je n'avais pas. Et je pense, pour cette raison, que j'ai peut-être mieux passé ces périodes difficiles qu'elle, parce qu'elle était toujours accrochée à ce passé. Arrive la Kristallnacht. Nous étions àEux quand nous avons appris ça. On nous a dit que la synagogue de Mannheim et de Francfort brûlait et qu'il fallait immédiatement rentrer à la maison. Nous sommes rentrés à la maison et là aussi, un des rares souvenirs que j'ai, il ne s'est rien passé dans le village. Alors c'était, je ne sais plus quelle autorité allemande a dit à la radio, c'est terminé, la Kristallnacht est terminée ce soir. Et ma mère était assise sur un canapé avec mon frère. Écoute, tu as les papiers pour les États-Unis, va-t'en le plus vite possible. J'ai dit, écoute, c'est terminé, on nous dit que c'est terminé. Malheureusement, ils ont débarqué chez nous à 10h du soir. Alors ma sœur, elle écrit ça aussi, très en détail. Moi, j'étais au lit, quand je me suis réveillé, effectivement, je marchais dans la confiture, etc. J'ai très peu de souvenirs, je me souviens des meubles cassés, etc. Mais Hannah et Ruth se sont réfugiées au garage pour se cacher. Tes grandes sœurs. Mes grandes sœurs, oui, pour se cacher. Et elles ont attendu là, totalement effrayées. Il paraît qu'un monsieur du village est venu les sortir de là pour les rassurer, parce que tout le monde n'était quand même pas nazi complètement. Et naturellement, ce soir-là, comme partout en Allemagne, mais la veille, on a interné tous les hommes. Donc on a pris mon grand frère. Ah, excusez-moi, mon frère Werner était à ce moment-là déjà parti en Europe. Il est parti en 1938, mais quelques mois avant. Donc il ne restait plus comme mon frère aîné, Ernst. Et mon père et lui ont été enfermés dans la petite prison du village pour être emmenés 1 ou 2 jours après à Buchenwald. À Buchenwald, mon frère Ernst, qui avait déjà des papiers valables pour les États-Unis, on lui a dit fiche le camp et tu as 48 heures pour aller à Rotterdam, mais on ne peut plus te voir en Allemagne, et il est parti. Mon père est seulement revenu 3 ou 4 semaines après, je ne me rappelle plus. Ma sœur écrit, moi je me souviens encore de nouveau pas, mais ma sœur écrit, il n'était pas reconnaissable. Il avait déjà plus de 60 ans quand il a été interné. Et à l'époque, 60 ans, c'était un peu plus âgé qu'aujourd'hui. Il faut préciser que le camp de Buchenwald, c'était un camp SS. Donc, avec tout ce que ça comporte. C'était pas un camp de concentration. Michou? Oui. Je m'excuse, j'ai dit Michou. J'expliquerai après pourquoi je m'appelle Michou. Michou? On entend là maintenant? Tu nous parleras aussi de ta vie de garçonnet à Francis Krumbach, Helmut, les copains, la vie à la campagne pour un petit garçon quand autour de lui il y a beaucoup de problèmes. C'était pas encore trop mal. J'avais un copain vis-à-vis de la maison, Helmut Schneller, je me souviens de son nom, avec qui on faisait pas mal de bêtises. Une des bêtises était il passait à peu près 10 voitures par jour à Francis. C'était attendre qu'une voiture se présente pour ensuite juste traverser devant la voiture. Je ne sais pas qui avait le plus peur, si c'est nous ou la voiture.
qu'est-ce que nous... J'étais assez insupportable, certainement. Je ne sais pas si j'étais méchant, mais un gamin assez insupportable. Les gens aujourd'hui se souviennent encore des fessées que j'ai reçues sur le perron de la maison par la bonne Mina, qui s'occupait de tout à la maison, y compris de notre éducation. J'ai envie de raconter Kristallnacht, ton oncle infirme. Oui. Ah oui, Oui, alors attendez, j'ai oublié un tout petit détail. Comme les difficultés financières étaient grandes dans la famille, mes parents avaient une très belle maison, justement en face de ce petit copain. Cette rue s'appelait l'Allée. Et comme il fallait de l'argent pour que mes frères puissent s'installer à l'étranger, merci Cécile. Et donc on était obligé de vendre, quand les parents étaient obligés de vendre cette maison, mais à un prix quelconque, parce que c'était des juifs, donc il fallait en profiter. Et donc ça a permis à Werner de partir en Argentine. Et là, pendant la Kristallnacht, Cécile a raison, c'est des événements que je n'ai pas vus, mais comme a raconté le lendemain, j'avais avec nous habité dans le village, dans cette maison familiale. Excusez-moi. Une fois vendu cette maison, nous sommes revenus dans... Il y a une maison familiale qui était contiguë à l'usine. Et eux habitaient déjà depuis toujours, mon oncle Gustave et ma tante Ida habitaient depuis toujours dans cette maison. Ida n'était pas avec quelques problèmes psycho et Gustave était handicapé des jambes. Donc les Allemands, ce soir-là, l'ont précipité dans l'escalier. Avec ou sans la chaise roulante, je ne sais plus. Et donc ma sœur, naturellement, a des souvenirs beaucoup plus précis que moi. Donc finalement, à cette époque, on peut dire que nous étions pratiquement beaucoup de Juifs avaient déjà émigré aux États-Unis et en Amérique du Sud. Nous étions pratiquement les derniers, restant à ce moment à Frankisch-Rombach, c'est le nom du village. Comment tu expliques que vous étiez les derniers? Parce que c'était plus difficile pour nous de partir pour moi. Il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait probablement plus d'argent. Et les Américains n'étaient pas tellement favorables non plus. De prendre quelqu'un de 60 ans. Donc les parents, j'ai oublié de dire que ma mère était d'une toute autre origine que villageoise. C'était la bonne bourgeoisie juive de Francfort. Elle a étudié le piano, elle est allée, une des premières femmes à aller en faculté, étudier les sciences et les maths. Et donc, avant son mariage, elle est partie enseigner les maths dans un lycée juif, je ne sais pas si on peut appeler ça un lycée, en Lituanie, à Kalbo. Et donc, dès que nous étions donc privés d'école, elle est venue avec nous pour être enseignante dans cette école. Mais elle ne voulait pas avoir son fils dans la classe. Et donc, comme j'ai dit, nous étions les derniers dans le village et les parents pensaient que c'était quand même plus prudent de se fondre un peu dans la foule dans une plus grande ville que de rester dans le village. Et il y a eu une opportunité, la communauté juive de Mannheim possédait un orphelinat, un petit orphelinat où il y avait une vingtaine d'enfants, principalement des garçons d'ailleurs, et on lui a proposé de prendre la direction. Donc nous sommes partis dans cette ville de Mannheim, qui est une ville relativement importante au bord du Rhin. À l'époque, il y avait déjà 300 ou 400 000 habitants. Et nous avons donc habité dans cet orphelinat. Ça, c'est papa et sa petite sœur Féo Madar, à cette époque, à l'époque où ils étaient à Mannheim.
Donc, nous sommes donc arrivés. Et ça, c'est justement l'endroit, cette maison, cet orphelinat à Mannheim. Ah oui, encore une petite anecdote qui me disait ce que si j'étais un gentil garçon dans le village, les routes, ou je ne sais plus, a entendu plus tard, quand une vitre était cassée dans l'allée, on disait où était le petit Oppenheimer. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés à Mannheim, et effectivement, j'étais un garçon qui ne s'intéressait pas beaucoup à la famille, il s'intéressait à tout ce qui se passait à l'extérieur. Par exemple, quand je suis arrivé à l'école de Mannheim, l'école juive, on m'a demandé mon âge. On m'a demandé quand j'étais né. Alors, j'avais dit 16 mars. Je savais que c'était le 16 mars puisque c'était mon année Gartner. Mais quelle année, me demande-t-on? Aucune idée. Bon, maintenant je le sais. Et donc, la vie a commencé comme ça. On faisait aussi des bêtises un peu dans la rue encore, puisque on nous connaît. Parfois, les petits jeunesses allemandes nous reconnaissaient, je ne sais pas si c'est au béret ou alors sale juif, mais c'était pas encore très très méchant. Alors moi, les cinémas étaient interdits, le cirque était interdit, tout était déjà interdit. Oui, mais, et Mina, celle qui travaillait pour nous, mais qui n'avait plus le droit de travailler chez nous, c'était interdit, mais m'a emmené pour la première fois de ma vie au cirque. Parce qu'elle n'était pas juive. Donc, la vie de Mannheim continuait comme ça. Très rapidement, c'était donc en 1939, très rapidement, mes parents ont eu l'occasion d'envoyer leurs deux filles, les plus âgées, Anna et Féo, par des Anna et Ruth, par des Kindertransport, je ne sais pas si vous avez entendu parler, pour l'Angleterre. Elles ne sont pas parties ensemble, elles n'étaient pas ensemble en Angleterre, et donc il ne restait plus que Féo, la petite sœur, et moi. À un moment donné, les parents ont essayé de trouver une formule pour les envoyer en Hollande. Ça ne s'est pas fait, et je pense que si nous avions été en Hollande, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mannheim, alors, une petite anecdote, parce que je n'ai pas beaucoup, uniquement de nazis, de gosses nazis. Un jour, j'ai plus osé rentrer à la maison, parce que les gosses allemands me bombardaient des boules de neige, mais à l'intérieur de laquelle il y avait une pierre. Donc, je ne savais pas que j'avais de l'argent et que je pouvais téléphoner, mais j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. C'est une anecdote. Je continue à faire des bêtises aussi dans la rue à Mannheim. La guerre s'est déclarée. À Mannheim, à partir de 38-39, les Juifs n'avaient plus le droit d'aller à toutes les heures dans les magasins. Alors, on n'avait plus le droit d'aller dans les magasins d'alimentation, en particulier, je crois, à partir de 5 heures de l'après-midi, puisque les magasins en Allemagne fermaient beaucoup plus tôt qu'en France. Voilà quelques souvenirs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Non, à ce moment-là, c'était très difficile quand même. Natacha me dit de rappeler que les parents cherchaient toujours à partir, mais à partir de cette période, en septembre 1939, la guerre s'est déclarée et tout était arrêté de toute façon. Si quelque chose n'est pas clair, vous me posez une question, s'il vous plaît. Continue. Et donc, un jour, en octobre 1940, on a subi quelques petits bombardements en Allemagne, ça je me souviens, on est descendu dans la cave, mais ce n'était pas encore les bombardements des Alliés de 1942-43.
ma préoccupation, c'était le lendemain matin de ramasser des éclats d'obus. On s'amuse comme on peut. Et je suis même allé un jour au défilé militaire allemand quand ils rentraient victorieux de la victoire de la France. Bon, j'ai aussi placé des amorces sur les rails du tramway qui passaient tout près de chez nous. Ça faisait des bruits et même les gens dans le tram ne comprenaient pas ce qui se passait. Et bon, ça c'est des anecdotes. Mais en octobre 1940, le 22 octobre, la police est venue chez nous. Vous devez être prêts dans 1 heure. Il faut être emmené. Alors mes parents avaient quand même encore 2 enfants. Et je ne sais plus combien, au moins 6 ou 7 orphelins, parce que la maison, c'était la période des fêtes où pas mal d'enfants étaient recueillis par des oncles ou des tantes à cette période-là. Donc ma mère a fait les valises, et tout le monde a aidé. Et ce que j'ai appris après la guerre, je ne sais pas comment Lamina en question a su ce qui nous arrivait, est venue en disant « je vais partir avec vous ». Mon père a dit « il n'y en est pas question ». Et ma mère lui a confié toutes les lettres qu'elle avait échangées avec mon frère aux États-Unis et mon autre frère en Argentine. Lettres que nous avons récupérées après la guerre. Mina les a gardées. Elle a survécu à la guerre. Donc nous sommes partis avec 100 marques à l'époque, je ne sais pas, par personne. Je ne sais pas quelle valeur ça pouvait avoir, une valise par personne, pas de bijoux naturellement, etc. Et nous avons passé 1 nuit sur la paille dans un espèce de gymnase, et le lendemain nous avons pris un train, pour destination inconnue. En cours de route, mes parents se rendaient compte que nous allions vers l'Est, puisqu'ils reconnaissaient des gares allemandes dans lesquelles nous passions. L'Est, pardon. L'Ouest, pardon. Le voyage a duré 3 jours. Ma grande préoccupation pendant ce voyage, c'était toujours de compter, puisque nous étions au moins dans 2 compartiments, si tout le monde était toujours là. Aux arrêts de gare, nous avions interdiction de descendre. Donc il fallait avoir emporté l'eau et quelques nourritures. Ah oui, j'ai oublié, je pensais que c'était pas connu par tout le monde. Certains disent que c'est, je reviens en arrière avant la déportation, certains disent, et ma sœur qui a beaucoup étudié plus que moi, pense que c'était une expérience, une première expérience de Hitler de déporter 6200 juifs. À l'époque, on ne déportait pas encore vers la Pologne. Donc, on déportait ces 6000, en 1 nuit ou 2 nuits, je ne me rappelle plus, ces 6200 personnes, femmes, enfants et vieillards. La région de Palestine. Toute la région contiguë à la frontière française. Donc, au bout de 3 jours de voyage, nous sommes arrivés à un endroit qui s'appelle Gurs, le camp de Gurs, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'était un camp qui a été construit par et pour les réfugiés espagnols après la guerre d'Espagne. Mais c'était prévu pour 6000 personnes, et nous étions déjà 6000. Donc vous imaginez que nous étions pas mal serrés dans les baraques. Les hommes étaient séparés des femmes, les enfants restaient avec les femmes. La nourriture, j'ai moins été marqué que des adultes pour des raisons de nourriture, mais je sais que la soupe était un peu liquide. Sinon, j'ai très peu de souvenirs de... Non, mais bien sûr.
les enfants, jusqu'à un certain âge, y compris moi, avaient le droit de se promener dans le camp. Donc je pouvais aller rendre visite à mon père régulièrement. Et je crois qu'un jour, avec d'autres gosses, en passant sous les barbelés, on est même allé au village à côté. Le village jouxtait le camp. Et un jour, ma mère me dit, j'ai entendu dire que papa n'est pas très bien, et j'aimerais bien que tu sois avec lui maintenant. Alors je suis allé dans la baraque des hommes, où vivait mon père, sur une espèce de matelas de paille. Je me suis installé à côté de lui. Et bon, on a continué à vivre comme ça. Mon père, très strict sur l'hygiène, me faisait laver sur la fontaine extérieure en plein hiver. Je n'ai pas gardé un très bon souvenir, etc. J'ai deux souvenirs de cette période. La première, c'est on nous donnait une grande miche de pain, et l'un des responsables de la baraque devait la couper, mais en part égale. Et un gosse de 10 ans a vu la tête des gens qui surveillaient, ça je me souviens, qui surveillaient la découpe du pain. L'autre souvenir, c'était, je ne sais pas pourquoi je me souvenais de ça, on appelait ça les latrines, c'était très primitif et très sale. Et j'entends un monsieur de Mannheim, un monsieur convenable, qui dit à celui qui balaye les latrines, Monsieur le Président, c'est pas à vous de nettoyer les latrines. C'était le président de la communauté de Mannheim. C'était le président de la communauté de Mannheim, et qui n'était pas obligé de partir car il avait épousé une non-juive. Mais il a voulu accompagner sa communauté. Il a répondu à ce brave homme, je me suis déjà occupé de toutes vos saletés à Mannheim, je peux continuer ici. Ça m'a marqué. J'étais un gamin. Donc, arrive le mois de février 41, où des organisations juives en collaboration avec des Quakers américains, ou des Quakers, je ne sais plus, nous ont fait sortir 50 enfants du camp de Gurs. Certains d'entre vous ont vu peut-être le film Menachem et Fred. Menachem et Fred, c'est mon histoire jusqu'en début 1943. C'était aussi mon histoire. Ils étaient avec moi à Spey. Fred et Menachem étaient dans un autre village, mais toujours dans ce type de région. Je les ai retrouvés 40 ans plus tard. Donc, les 50 enfants, il n'y a que 49 qui sont partis, parce que le 50e n'a pas pu se séparer de ses parents, et on sait aujourd'hui que c'est l'un des rares qui a été déporté. Parce que la majorité d'entre nous, sinon la majorité, a survécu, grâce à toutes ces organisations qui nous ont protégés. Alors, la maison dans laquelle nous sommes arrivés, c'était une maison qui s'appelait les Pupilles de la Nation, dans la Haute-Garonne, donc c'était pas très très loin du camp de Gurs, où j'ai appris après... Oui. Les enfants de quel âge, à peu près? Je pense que nous étions entre 6 et 15. Il y avait des filles plus âgées que nous, au moins 15 ans. Je ne sais pas, suivant les filles et les garçons n'étaient pas ensemble là, dans la maison. Et paraît-il que ceux qui géraient la maison ont dit d'accord, nous acceptons ces 50 enfants, à condition que vous fournissez la nourriture pour les 100 enfants. Donc les Quakers se sont débrouillés pour fournir de la nourriture. Ce n'était pas de la nourriture extraordinaire. Et c'est là où je vais raconter une petite anecdote, puisque les parents, pour nous encourager à les quitter à Gurs, nous ont dit, mais là-bas, vous mangerez des pommes de terre.
on est arrivé, ça s'appelle le village dans lequel était cette maison, s'appelait Aspet, dans la Haute-Garde. Le deuxième jour de notre arrivée, il n'y avait toujours pas de pomme de terre. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris notre plus belle plume pour nous plaindre auprès des parents. Et c'est là où une histoire un peu particulière a commencé pour moi. Car un garçon parmi nous, j'avais à l'époque, début 41, j'avais 11 ans. Lui, il en avait 1 an et demi de plus que moi, c'est tout. Il s'est aperçu ce que nous faisions. Alors, je dois dire, ce garçon, certains d'entre vous en ont déjà peut-être entendu parler, s'appelle Karl Landau. En Israël, c'est devenu Uri Landau. Il a passé toute sa vie au kibbutz Shluchot, après la guerre. Il nous dit, mais vous n'avez pas le droit d'écrire ça aux parents. 12 ans et demi. Et ça, il nous a expliqué pourquoi. Les parents ont faim dans le camp, vous n'avez pas le droit de... On a tous déchiré notre lettre. Et on a dit qu'on mange bien et que tout va bien. Et c'est comme ça, je dois dire, que des relations particulières ont commencé avec ce garçon, qui presque est devenu notre père spirituel. Il s'est débrouillé pour faire l'office le vendredi soir, dans une maison non juive, bien sûr. Et j'ai raconté éventuellement d'autres anecdotes. J'ai appris après, parce que je l'ai retrouvé bien plus tard en Israël, qu'il est parti une fois de cette maison sans parler allemand, sans savoir prendre le train, sans parler français, pardon, pour visiter ses parents à Gurs. C'était quand même au moins 100 kilomètres. Il ramassait des pommes de terre ou je ne sais pas quoi dans les champs pour apporter à ses parents. Et il est revenu 1 ou 2 jours après. Et il m'a raconté aussi, parce que moi je ne me souviens pas, un de nos petits mouillait ses draps la nuit. Le directeur voulait le fouetter. C'était la mode à l'époque. Uri nous a emmenés tous au premier étage où se trouvaient les bureaux du directeur, tous, c'est-à-dire tous les garçons, moi, c'est-à-dire il y avait presque 25 garçons, et Uri lui a expliqué qu'il n'était pas question de battre cet enfant, et l'enfant n'a pas été battu. Donc c'était une personnalité déjà à l'époque, et je pense que ça m'a énormément marqué pour l'avenir. Quand mon Joël, mon fils, a eu ceux de le même âge, j'ai dit comment c'est possible. Bon, il était probablement très mûr et je ne sais pas quelle était son éducation, etc. Une autre anecdote avec lui, nous jouons au billes avec les gamins dans la cour après les... Nous n'allions pas à l'école naturellement, puisque 50 enfants ensemble ne peuvent pas apprendre le français au contact d'autres enfants. Alors ce qu'on apprenait, c'est putain, merde, etc. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc ça a duré. Donc, petit à petit, nous apprenions le français. Et quand la situation allait plus mal, Uri se rendait compte que nous étions en danger de ne pas parler français. Alors il nous a dit, voilà ce qui va se passer maintenant. Nous arrêtons de dire des gros mots. Nous arrêtons de parler allemand. C'était déjà 1 an plus tard. Et on constitue un carton dans lequel, chaque fois qu'on se surprend à ne pas respecter cette loi, on pose le carré de chocolat que nous touchons au goûter, on le met dans le carton, et le carton sera expédié aux parents. Le carton n'est jamais parti. Bon, ça c'est des anecdotes. Vous avez appris la langue. Et on a fini, à cause de lui, on s'est amélioré en français, puisque nous sommes entrés à l'école publique d'Aspet
à la rentrée d'octobre 42. Alors avant, je voudrais dire, on recevait régulièrement des lettres des parents. Un jour, ma mère me dit prépare-toi à nous rejoindre parce que nos visas vont être prêts pour l'Amérique. Et en fait, 3 semaines après, je reçois une lettre de ma mère que mon père, ton père, me dit-elle, est obligé de partir et comme je sais que vous êtes en sécurité, je pars avec lui. Elle n'était pas obligée de partir. Alors ça, excusez-moi, il y a une petite information géographique. Les parents ont quitté Gurs en 41 avec Féo, la plus petite. Les parents ne voulaient pas encore se séparer de la dernière. Pour partir à Rivesaltes, à un autre camp qui se trouvait pas loin de Perpignan. Et de là, les parents, au bout d'un certain temps, ont eu le droit de partir à Marseille. Mon père était interné dans un camp qui s'appelait les Milles, près d'Aix-en-Provence. C'était une ancienne tuilerie, très grande tuilerie, transformée en camp de concentration. Et ma mère a eu le droit de rester à un endroit spécial à Marseille pour organiser ses démarches auprès du consulat. Et en même temps, à Marseille, je ne sais plus, malheureusement ça, je ne le saurai jamais, elle a rencontré la famille Sommer qui était à ce moment-là à Marseille. Je ne connais absolument pas les détails. Elle a dû dire au Sommer qu'elle partait avec son mari, et les Sommer lui auraient dit « Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons des enfants ». C'était quand même en pleine période de guerre. Donc, j'ai envoyé une lettre à mon frère aux États-Unis pour dire ce qui se passait, mais lui, il a reçu d'ailleurs la même lettre pareil, directement de ma mère. C'est juste une anecdote que je vais raconter. Et ils ont conservé ce chiffon de papier sur lequel j'avais écrit ce qui se passait. Et 40 ans après la mort de mon frère américain, sa femme trouvait normal de me rendre ce bout de papier. Je n'ai pas tout compris de ce que j'avais écrit parce que mon allemand avait disparu. Alors, donc, on a décidé de ceux qui nous dirigeaient. J'ai aussi le premier, excusez-moi, c'est un peu confus, le premier printemps à Spey, c'est lui qui nous a apporté des matzot, c'est Paul Rothman. Et c'était la première fois que je voyais un juif français, je pense. Et les personnes qui s'occupaient un peu de nous, c'était les Quakers. Il y en avait en particulier une qui restait pratiquement en permanence avec nous et qui nous donnait quelques cours d'anglais, je crois. Elle s'appelait Miss Reich. Elle était norvégienne ou suédoise d'origine. Elle parlait bien français. Et si j'ai le temps, j'en reparlerai plus tard. On l'a retrouvée avec Uri Landau, justement, bien plus tard après la guerre. Donc, mes parents déportés, fin 42, c'est ça, fin 42, début 43, les Allemands occupaient à ce moment-là le sud de la France. Et les organisations, je ne sais jamais lesquelles, je pense qu'il y avait l'OSE, les Quakers, les EI, ont décidé que ces enfants ne pouvaient pas rester dans une maison, dans un village comme ça, avec d'autres non-juifs. On a donc décidé de dispatcher les enfants. Uri, c'était mon regret, est parti avec d'autres amis à Moissac. Mais moi, on m'a dit, toi, tu rejoins ta petite sœur qui se trouve dans une maison de Lausée, ça s'appelle le château de Magelier, dans la Creuse. J'étais pas tellement content, parce que Féo, je l'avais à moitié oublié. Et elle est là. Hein. Elle est là, oui, elle est en donc, je suis parti du Magelier un matin.
du Magelier d'Aspect pour aller rejoindre Féo au Magelier. Et à la gare de Toulouse, Monsieur Sommer, pour la première fois que je le vois, m'accueille à la gare de Toulouse, puisqu'il était aumônier des camps de cette région-là à cette époque. Il m'a fait gentiment visiter un peu, il faisait très froid. Je mettais mes mains dans mes poches et me disais, on ne met pas ses mains dans ses poches. Et il m'a fait visiter un artisan imprimeur, ce qui était très intéressant pour moi. Et ensuite, il m'a remis dans le train pour aller un peu plus au nord, dans la Creuse. Là, j'ai rencontré Féo, qui est venu me chercher à l'autocar qui se trouve sur la route à 1 kilomètre de la maison. Et elle parlait parfaitement bien français, mais elle avait déjà complètement oublié l'allemand. Elle avait à l'époque 8 ans. 8 ans. Et donc, mon arrivée à Magelier, c'était une grande surprise pour moi. C'était plus du... À la maison, on n'avait pas d'éducateurs, c'était des surveillantes. À l'aspect. À Aspect, pardon. Et au Magelier, c'était totalement différent. C'était les éducateurs étaient des amis. On avait le droit de les tutoyer, à ma grande surprise. Et avant de me présenter au bureau du château, c'était un château, mais enfin, avec 150 gosses dedans. Et il y avait des gamins qui jouaient au football devant la maison. Au lieu d'aller au bureau, j'ai regardé les gamins jouer au football, et à un moment donné, on m'a dit, tu sais jouer au foot? Bien sûr. Alors, comment tu t'appelles? Michael. Oh non, alors ça sera Michou maintenant. Et depuis, je m'appelle Michou. Donc, le Magelier, ça a été une très bonne expérience. J'ai eu la période, à cause des éducateurs, c'était absolument anti-religieux, puisque c'était des 2 bundistes qui dirigeaient la maison, des réfugiés de Russie, et leur nom de famille, je ne sais plus. Boris et Louba. Boris et Louba. Mais ils étaient parfaits. Je sais qu'à Kippour, on n'avait pas le droit de jeûner. Donc, le Magelier, c'était ma meilleure période de la guerre. Mais le Magelier aussi, c'était pas toujours évident. La direction du Magelier avait de très bonnes relations avec la préfecture. Et on les prévenait quand ils risquaient d'avoir des rafles. Donc il y a eu quelquefois des promenades de nuit, on ne savait pas pourquoi, mais c'était en fait parce que la direction était prévenue. Donc, on a décidé de distribuer l'eau. Alors là, c'était logé, le Magelier. On a décidé de distribuer les enfants dans les environs en changeant les noms. Donc moi, Michel, ça allait très bien pour la France. Je devais m'appeler Michel Olivier et Féo Fernande Olivier. Et je ne sais pas par quelle loi les sommaires ont appris cette situation, que nous allons être placés dans une famille de paysans, je ne sais pas. Ils nous ont dit, vous venez à Montauban chez nous. Donc nous sommes arrivés chez les sommaires novembre, octobre, fin octobre, novembre, et leur dernier fils avait quelques semaines. C'est la première fois que j'ai largué un bébé de ma vie. Certains d'entre vous connaissent les sommaires, je suppose. Mais les sommaires se sont rendus compte que ce n'était pas raisonnable. Eux, ils étaient déjà en danger, et de nous mettre en danger également. Donc, ils ont trouvé une maison d'enfants qui dépendait de la commune de Montauban. Ils se trouvaient à une trentaine de kilomètres, je crois, de Montauban, où ils nous ont déposés et où nous avons attendu la libération de Montauban. La libération de Montauban. Alors, dans cette maison, c'était, d'après Féo, il y avait probablement d'autres enfants comme nous. Mais bon, on ne sait pas.
l'école du village était quasiment en face. C'était un petit village, donc c'était une classe unique. Hein, une maîtresse pour tous les cours. Et bon, si c'était intéressant pour moi, c'est là où j'ai appris à nager parce que l'Aveyron passait juste derrière le parc. Donc on savait nager quand tout seul on était capable de traverser l'Aveyron. C'était ça notre confirmation. Et Féo a appris à nager également là-bas. Dès la libération de Montauban, nous avons... Alors, les parents sommaires, je les appelle Oncle Robert et Tante Paulette. Monsieur Sommer, Oncle Robert, et Madame Sommer, Tante Paulette. Mais ça, je l'ai fait que plus tard. Et comme je cite comme je fais une anecdote, Oncle Robert est venu une ou deux fois avec leur fille aînée Claire nous rendre visite, mais aussi parce qu'à ce moment-là, Claire pouvait très bien manger, ce qui n'était pas le cas habituellement. Dans ce petit village, on était bien nourris. Donc, août 1944, nous avons donc rejoint la famille Sommer. Nous avons tout de suite été bien intégrés, sans trop problème. C'est là où on a appris à les appeler Tante Paulette et Oncle Robert. Oncle Robert se déplaçait encore beaucoup pour ses visites dans les camps, etc. Tante Paulette, très courageuse, s'occupait de toute la famille. Elle a raconté quelques temps plus tard, c'est elle qui est venue nous chercher à la gare, Féo et moi. Et elle ne nous a pas reconnus, ni trouvé tout de suite, il n'y avait pas de photo, rien. Et elle pensait qu'un garçon de 13 ans avait à peu près cette hauteur, et une petite de 9 ans avait à peu près cette hauteur. Et en fait, on avait probablement une tête de moins que prévu, du fait de la mauvaise nourriture, puisque je pesais moins en 1943 que je le pesais à la sortie du camp en 1941. Donc tout s'est très bien passé. Je me souviens très bien de Cécile. Élie, bien sûr. Emmanuel aussi. Et Claire, je ne sais pas si elle était là. Elle devait être à un moment donné l'aînée, tenir compagnie aux grands-parents Sommer qui se trouvaient quelque part dans la Haute-Loire. C'est ça? Ouais. Donc ça a duré comme ça, c'était les vacances scolaires, donc on n'était pas trop mal. De temps en temps, on voyait encore les Allemands se promener dans le coin, etc. Les enfants sommaires allaient à l'école en portant leurs chaussures à la main jusqu'à l'entrée de Montauban pour ne pas user inutilement les chaussures. Et bon, alors, ensuite les vacances. À la fin des vacances scolaires qui duraient plus longtemps qu'aujourd'hui, les parents ont décidé de réintégrer Paris, puisque Paris était libéré. La France n'était pas complètement libre encore, mais Paris était libéré. Et ils ont pensé à commencer à prévoir notre retour à Paris. Donc ils sont partis tous les deux, je suppose, avec le petit Élie. Et nous, on nous a fait partir nous, c'est-à-dire Cécile, Emmanuel, Claire probablement, Féo et moi. Chez les grands-parents Libert, monsieur et madame Libert était directeur de l'école rabbinique de la rue Vauclin, et ils étaient réfugiés dans le sud de la France. Ils ont fini la guerre à Aubenas. Donc on les a rejoints à Aubenas. Alors pour moi c'est un événement un événement extraordinaire, affectif de ma vie, parce que on l'appelait votre maman, et avec un accueil extraordinaire pour des enfants qu'elle n'avait jamais vus. Donc on a passé alors on est allé à l'école d'Aubenas jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux vacances scolaires.
les parents ont décidé de nous rappeler à Paris. Alors, ce n'est pas eux qui sont venus nous chercher, mais un ami de la famille, et qui nous a emmenés. Il fallait traverser les Schlechter, c'est des... Et donc, nous sommes tous partis à Paris. Le lendemain, nous sommes arrivés à Paris sous la neige. Il faisait très froid. Il y avait, je pense, encore beaucoup de chauffage, etc. Mais enfin, ça, c'était pareil pour tout le monde. Et nous avons donc, pour commencer, habité dans l'appartement des grands-parents rue Vauclin, dans l'appartement du directeur de l'école. Eux, ils sont rentrés un peu plus tard. Là, on a commencé à nous inscrire à l'école, dans rue de l'Arbalète à côté. Et avec beaucoup de retard, j'étais en classe de certificat d'études. Je crois qu'à l'époque, le certificat d'études était 12 ans. Et j'en avais 15, presque. Féo, naturellement, a fonctionné beaucoup mieux que moi parce qu'elle était plus jeune, elle maîtrisait mieux le français que moi, etc. Donc c'était une période que j'ai bien vécue. Et à un moment donné, rue Vauclin, naturellement, puisqu'il y avait une synagogue dans le bâtiment, venaient quand même beaucoup de soldats américains pour l'office du vendredi ou du Shabbat. Et un jour, on sonne, un samedi après-midi, on sonne à l'appartement. C'est Féo qui va ouvrir. Et elle revient vers moi, j'étais à la cuisine, elle me dit, je crois que c'est Ernst. Mon frère aîné. Et je suis allé voir, et c'était effectivement Ernst, un soldat américain. Je suis venu voir son frère et sa sœur. J'étais obligé de faire l'interprète en allemand entre Féo et son grand frère. Et on a passé quelques jours avec Ernst, c'était naturellement très bien, et lui, il a dû rejoindre son bataillon, je ne sais pas où il était exactement. Je sais aussi, j'y suis après aussi, puisque lui, il était adulte, il savait ce qui s'est passé au village, puisqu'il a été mis en concentration au village même, et il a arrêté un certain nombre de nazis qui paraissaient innocents pour le reste. Et donc, il est reparti. Nous avons, au mois de mars, je crois, les parents ont trouvé enfin un appartement. Ils aimaient être habités près de la Seine, donc on a habité rue du Canal Moine au numéro 4, on voyait la Seine de la maison, et c'est là où une vie normale a commencé. Alors, j'étais quand même l'aîné de la famille, et nettement plus âgé, je me sentais inconsciemment très responsable. Et tout fonctionnait, tout allait très bien. Nous étions tous les deux aussi bien traités ou avec autant de punitions que les autres enfants de la famille. Puisqu'il y a comme anecdote de cette... Oui, Natacha me rappelle que les 6 enfants Oppenheimer ont finalement vécu. Survécu. Un aux États-Unis, un en Argentine, 2 en Angleterre et 2 en France. Nous ne nous sommes jamais retrouvés ensemble. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. La première à... Oui, bien sûr. Alors, du temps où nous étions encore au Vauclin, il y avait un téléphone, donc on attendait des nouvelles. Une fois, il y a eu une fausse alerte. Et bon, j'avais des gens arrivés à l'hôtel Lutetia. Moi, je ne suis jamais allé à l'hôtel Lutetia, mais bon, la guerre était terminée et il n'y avait pas de nouvelles des parents.
Donc la vie a commencé dans une nouvelle famille. Moi, aux vacances de 1945, les parents avaient quand même du mal à admettre que je fasse des études si je ne progressais pas plus rapidement. Ça partait d'un bon sentiment, mais bon, d'abord, je n'étais pas spécialement scolaire, et d'autre part, le retard était là. Un très gentil maître qui m'avait connu à l'école primaire s'est proposé pour m'aider à progresser pendant les vacances scolaires. Je me souviens de son nom, c'est M. Séné. Car le but était de me faire passer le concours pour rentrer tout de suite en 4e. Alors c'était quand même assez coriace. Il s'est donné beaucoup de mal, moi probablement un peu moins. Et j'ai réussi l'examen. Mais tout le monde s'est rendu compte qu'au bout de 2-3 mois, le souvenir que j'ai cette 4e de Charlemagne, on était 2 ou 3 rescapés de la guerre, les autres avaient plus qu'une tête de moins que nous, naturellement. Parce que même en 4e, je n'étais pas en avance. Et donc, les parents ont été convoqués en disant que ça ne va pas, il ne peut pas suivre. Mon tante Paulette avait un frère, Michel Libert, qui avait une très gentille épouse, et on a très rapidement fait leur connaissance. Et j'ai su aussi après qu'eux, ils ont insisté ils étaient tous les deux enseignants. Ils ont insisté auprès des parents qu'on continue à me pousser. Alors, les parents, à l'époque existait le cours complémentaire, je ne sais pas, vous connaissez, auquel allait aussi pendant 3 mois, et on a vu que c'était pas bon. Alors que faire? Une cousine éloignée d'Agmar, son nom de famille? Non, Dagmar c'est son prénom. Dagmar, qui était plus ou moins psy, je ne sais pas exactement. Elle était docimologue. Et je porte son nom. Merci beaucoup. Et elle travaillait dans un endroit qui s'appelait un centre d'orientation professionnelle. Alors j'y suis allé avec mon frère très sérieusement. On m'a fait faire un tas de tests. Et au bout de 3 heures, on a parlé avec Dagmar, ou je ne sais plus qui d'autre, les personnes qui m'ont fait passer les tests. On a dit, oncle Robert, il n'est pas complètement idiot. Mais une entreprise du coin nous a dit depuis longtemps, si vous avez quelqu'un qui n'est pas complètement idiot, justement, je suis prêt à l'embaucher. C'était une entreprise de fabrication de thermomètres en verre. Alors, on m'a demandé ça te dit, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et c'était tout à côté de la rue Vauquelin, rue Berthelet, au rez-de-chaussée. Et on est allé avec oncle Robert pour voir le patron. Monsieur Leroux nous a fait une démonstration. C'était très impressionnant, il travaillait au chalumeau. Ça te dit, c'était noir, parce qu'avec plein de chalumeaux, mal aérés comme ça pouvait être à l'époque, j'ai pas osé dire non. Si, la seule fois où j'ai dit non, excusez-moi, oncle Robert pensait qu'il avait son ami le cordonnier, qui était unijambiste, tu te souviens, et qui habitait rue du Canal-Moine. Il m'a dit, tu pourrais être apprenti chez le cordonnier. Et c'est la première fois où j'ai dit non. Donc, j'ai finalement été pris comme apprenti souffleur de verre chez Drixler et Leroux. Je m'y suis habitué. Et ce qui était assez extraordinaire à cette époque, comme ce n'était pas très loin de la rue Vauquelin, j'avais le droit de manger chez bonne maman et bon papa tous les midis. Donc j'allais à rue Vauquelin, mon assiette était préparée, très souvent un journal près de l'assiette, et je mangeais en vitesse, et ensuite, si on avait encore le temps, on jouait au ping-pong dans la cour de l'école,
Et à l'époque, je jouais souvent avec le futur rabbin Kling. Et j'ai connu donc cette génération de rabbins. Il y avait Schwarzfuchs, Warszawski, plus tard le grand-père d'Abigail, Kahn, Roger Kahn, etc. Et Roselle. Comment? Et Rosenzweig, bien sûr, avec qui j'étais très bon ami. Et voilà, donc c'était une période pour moi très agréable à cause de la proximité des grands-parents. Michou, est-ce que tu peux revenir un peu en arrière Oui. et nous parler des faux espoirs, de quand est-ce que tu as compris qu'ils reviendront pas, de l'attente, de ta décision de ne pas partir avec oui, Ernst. Je savais que personnellement, mais j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, personnellement, mon père est déjà parti d'Allemagne en très mauvaise santé. Et j'avais quand même pris un peu de bouteille. Et je me suis dit, vu ce qu'on commence à raconter, il y a peu d'espoir. Si ça se trouve, il n'a pas survécu au transport. Ma mère, bien sûr, elle était nettement plus jeune, c'était possible. Mais bon, on attendait, on espérait. Tu n'as pas raconté l'hôtel du Tessier, en fait. Le coup de téléphone d'assistance sociale. Non, ça, je ne me souviens pas. Si, tu as parlé d'hôtel du Tessier. Oui. C'est une assistante sociale qui a téléphoné, qui a dit Oppenheimer. revient dans 48 heures. Aucun souvenir. C'était la frénésie à la maison. Oui. C'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Mais parce que l'Oppenheimer, c'était encore assez courant. Et après, Ernst. Oui, ça, je l'ai raconté. Non, mais Ernst, après, a proposé que vous partiez aux États-Unis Oui, avec lui. Ernst se sentit responsable de ses différents jeunes sœurs et frères. Et je pense que les parents lui ont fait des recommandations, etc. Et il nous a demandé de venir le rejoindre aux États-Unis. Ce qu'a fait ma sœur Hannah d'Angleterre. Alors, quand on nous a posé la question, j'ai dit non. Je me sens bien. Je me sens bien ici, je ne veux pas recommencer une nouvelle vie, apprendre une nouvelle langue, etc. Je n'avais aucune raison particulière. Et mes souvenirs familiaux ou fraternels avec Ernst étaient quand même très limités aussi. Il était beaucoup plus âgé que moi. Donc c'est pour ça que nous sommes restés chez les Sommières. Et 10 ans après, j'ai fait une très grande bêtise, je ne raconterai pas laquelle. Oncle Robert était très fâché. Il m'a dit, si tu recommences, tu vas chez ton frère en Amérique. C'est quand je suis rentré. Nous étions une famille nombreuse. Et comme dans toutes les familles nombreuses, il y avait des problèmes de clés pour entrer à la maison. Et un jour, un vendredi soir, où nous devions aller à la campagne de la maison des parents à Marc, j'avais oublié, je n'avais pas eu le temps de prendre le train. Je reviens rue du Canal Moine, mais je n'ai pas de clé. Alors ça, il ne faut pas le répéter à vos enfants. Je savais que je l'avais déjà vu ou fait, que la maison du palier, à gauche, il y avait une fenêtre qui donnait, nous étions au 2e étage. Et donc, en me tenant au balcon et ensuite au balcon de notre chambre qui donnait sur la cour à 90 degrés, je pouvais donc passer à l'extérieur et la fenêtre de la chambre des garçons n'était jamais fermée. Donc je suis rentré comme ça dans la maison. Alors ça ne lui a pas beaucoup plu quand même. Une anecdote de l'arrêt du Canal de Moine, quand nous étions tous les 3 garçons dans une toute petite chambre. Et moi je couchais dans un lit pliant pour que ça fasse un peu plus de place le lendemain, mais je devais faire comme les 2 autres qui étaient des gamins. Je devais me coucher à, je ne sais pas, à 8 heures du soir.
Alors un jour, j'ai décidé, ça allait bien, et j'ai installé une lampe de poche dans mon lit pour pouvoir au moins lire. Alors qu'est-ce que j'entends? Papa, Michou lit dans le lit. C'était Emmanuel. Le kayak. Pardon? Le kayak. Oui, alors, mais ça va prendre un peu de temps. Non, passe à la suite. Slira Cécile. Je le raconterai en particulier. Voilà. Le mariage avec Myriam et le retour en Allemagne. Alors, oui. Les Sommer, je savais qu'ils étaient très bons amis avec le rabbin Hirschler et sa femme, mais ils se connaissaient depuis longtemps avant la guerre. Ils étaient en relation pour des raisons d'aumônerie aussi, puisque c'est à cause de... Rothman a quitté son poste de rabbin des camps pour aller dans la résistance, je crois. Et donc, on a demandé à Robert s'il voulait bien s'occuper de ça. Donc, ils sont partis de Marseille, dans la Haute-Loire, où ils sont restés quelques temps, et ensuite à Montauban. Comme ça lui permettait de s'occuper de toute cette région. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Comment? Hirschler. Ah oui, bien, oui, le principal. Et donc, ils savaient, les Sommer avaient un contact lointain avec les trois enfants Hirschler, Myriam l'aînée, Jocelyne la seconde et Alain la plus jeune, qui étaient gardés par leur grand-mère qui habitait derrière la Bassigne. Et un jour, quand même, Myriam est venue passer rue du Grand-Moine. Donc c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Et elle m'a dit quelque temps après, elle ne voulait absolument pas venir dans une famille normale, voir une famille vivre normalement. C'est pour ça qu'elle a, pendant longtemps, refusé les invitations des Sommer. Donc nous nous sommes mieux connus, et bon, ça s'est terminé par un mariage. Nous avons déménagé pour habiter avenue Versailles à Paris. Nous sont nés nos deux enfants, Joël et Natacha. Nous voyons les Sommer régulièrement. Quand leurs enfants étaient partis en Israël, mais nous étions déjà mariés depuis plus longtemps, j'allais les voir, en plus du Shabbat, parfois j'allais les voir régulièrement le mercredi soir. Et un mercredi soir, je n'ai pas pu y aller. J'ai eu un appointement. Et le mercredi soir suivant, il m'ouvre la porte. « Ah, je croyais que tu étais mort. » Ça, c'était l'humour sommaire. Bon, sinon, ça c'est... Alors, j'ai épousé Myriam en 1955, rue Chasse-Louba. Et donc, ensuite, nous avons habité à Versailles. On a dû, au bout d'un certain temps, s'occuper beaucoup de la grand-mère qui vieillissait. Bon, la vie s'écoulait normalement. Et un jour, pour des raisons professionnelles, comme je parlais encore un peu allemand, j'avais découvert une entreprise allemande qui fournissait, qui n'existait absolument pas en France, qui fournissait du matériel pour les souffleurs de verre, mais les souffleurs de verre en laboratoire, pas le souffleur à la canne. Et je me suis mis en communication avec lui et je lui ai demandé si on pouvait lui rendre visite. Joël avait 3 mois, on l'a confié à Tante Paulette. Et Myriam a bien voulu m'accompagner en Allemagne. La première fois en Allemagne, c'était quand même un peu bizarre. Nous avons traversé la frontière près du Luxembourg et quand on s'est assis pour boire un café ou une boisson,
On s'est demandé, ce type de 50 ans, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Bon, on a continué et on est allé dans cette entreprise qui s'appelle une entreprise à Weilburg, une petite ville au nord de Francfort. Nous y avons passé quelques heures et moi j'avais l'intention de retourner à Paris. J'ai dit à Myriam, quand même, tu sais que Fränkisch-Kombach, mon village natal, est à 100 km. Nous étions en 2 chevaux, hein, c'est 100 km. Et est-ce que ça t'intéresse? Moi, personnellement, je ne sentais pas l'obligation de retourner là-bas. Elle m'a dit bien sûr. Et comme c'était déjà tard, on s'est arrêté, passé la nuit quelque part sur la route. Et on est arrivé le lendemain dans le village. Je n'ai absolument pas reconnu les montagnes, parce que à l'époque, je n'étais pas du tout intéressé par les montagnes. Du moins, quand je les quittais enfant. Et j'étais très surpris. C'était un bel environnement. Et j'ai tout de suite trouvé la rue avec notre maison. Je me suis arrêté avec les 2 chevaux devant la maison et j'ai dit à Myriam, voilà la maison. Bon, on a regardé la maison pendant quelques minutes. Et on s'est aperçu qu'en face, là où habitait mon Helmut Schneller, avec qui je jouais, et ses parents, 2 femmes devant la porte nous regardaient. Une femme plus âgée, une femme très jeune. Je n'ai pas reconnu qui que ce soit. Alors, Myriam m'a dit, va voir ce qu'elles veulent. J'ai dit non. Bon, la 3e fois, je suis quand même sorti de la voiture et je me dirige vers ces dames et je lui ai dit, vous me reconnaissez? Bien sûr, en allemand, tu es Michel Oppenheimer, tu es né le 16 mars 1930, parce qu'elle savait ma date de naissance. Et alors c'est donc la personne qui m'a répondu, c'était la mère de Helmut. Et la jeune femme, c'était la femme de Helmut. Et dans ces villages où il n'y avait pas encore de télévision et peu de radio, on passait son temps le soir à parler. Et si bien que la jeune femme, elle s'appelait Ansch, connaissait mieux mon histoire que moi-même. C'est ça. Bon, finalement, nous sommes montés chez eux. Un tout petit salon. Au mur, il y avait accroché un certificat de travail du père de Helmut qui est mort en Russie. Comme quoi, il a bien mérité de la firme Oppenheimer. Donc, ce n'était pas pour nous que c'était accroché en permanence. C'était un peu surprenant quand même. Elle a sorti un carton de photos, des photos, un trésor pour nous. Donc on est reparti avec un certain nombre de photos et ensuite elles nous ont emmenés jusqu'à la fabrique qui se trouve à, qu'est-ce que je dirais, 200-300 mètres pour que je puisse voir la fabrique et Myriam aussi. Et sur le chemin, il y a une dame qui m'aborde. Il me dit, tu ne te souviens pas quand tu renversais ma voiture de poupée? Donc, et les fenêtres s'ouvraient en disant, d'un Micheliste là, Michel est présent. Bon, c'était quand même assez impressionnant. Alors, bon, je passe un peu tous les détails. Donc, on a eu envie de revenir dans ce village. Et Ansch, la femme de Helmut, nous a dit, il y a une dame dans le village qui fait pension. Donc on est passé quelques jours dans cette pension. Ah non, aussi, excusez-moi, à l'époque, c'est la dernière fois où j'ai pu visiter ma maison familiale. Ils devaient connaître les actuels propriétaires ou loueurs. Et j'ai visité la maison et je me souviens très bien, elle était à peu près dans l'état de ma mémoire. Donc, on est donc revenu au village quelques mois, 1 an ou 2 ans après, chez cette logeuse. Et cette logeuse était une femme hors de l'ordinaire.
Elle a élevé ses 3 fils. Elle s'est séparée de son mari parce qu'il était SS. Et très courageuse et très intéressée par notre histoire. Elle s'appelait Hilde Katzenmayer. Et grâce à elle, on est revenu plusieurs fois au village. Parce que les parents, Helmut et lui et sa famille, étaient pour moi tellement intéressantes. Et elle, Hilde, elle s'est investie dans notre histoire d'une façon extraordinaire. Si bien qu'elle a écrit avec sa sœur, elle a écrit un livre sur l'histoire des Juifs de Frankfurt. Elle a fait bien d'autres choses, mais ça prendrait beaucoup de temps pour le dire. Ma sœur Ruth, je l'ai invitée plusieurs fois, et je lui ai expliqué qui était Hilde. Il faut que tu vois cette femme un jour. Ruth était beaucoup plus hésitante à franchir le pas que moi, et finalement, un jour, elle a bien voulu venir. Et naturellement, ça a tout de suite été un contact magnifique, puisque quelques années après, elles sont allées à Auschwitz toutes les deux. Donc ça, c'est la seule raison pourquoi je suis retourné. Ah. Et Mina, vous ne l'avez pas retrouvée? Si. Alors Mina, moi je ne l'ai pas revue. Mina, c'est Ruth qui est retournée en Allemagne, je ne sais pas, très rapidement après la guerre, dès qu'elle a pu voyager, pour rencontrer Mina. Elle ne voulait pas retourner en Allemagne, mais c'était la seule raison. Elle a correspondu avec elle, et c'est là qu'elle a récupéré toutes les lettres. Mais moi, je n'ai jamais revu Mina. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses à raconter pour Frank Schroeder. Entre autres, le cinéma, la synagogue a été transformée en 1938. La communauté a vendu ce qui restait de la communauté a vendu la synagogue au café bistrot pâtisserie qui était à côté et qu'il a racheté pour en faire un cinéma. Et avec Hilde, un jour, on a demandé à ce propriétaire il voulait bien qu'on mette une plaque sur la porte de son cinéma, qui n'était plus très actif, je crois déjà à l'époque, pour dire qu'à cet endroit-là, il y avait une synagogue. Non. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Ruth pensait qu'il était antisémite, du moins que son père était antisémite. Nous ne savons pas pourquoi. Alors qu'a fait Hilde avec l'aide de personnes et du prêtre du village? On a décidé en face, vis-à-vis de la synagogue, de poser une grosse pierre sur laquelle il y avait écrit, ça a commencé par Shalom, et sur laquelle il y avait écrit l'histoire de cette synagogue. Et le terrain a été prêté par une banque qui a bien voulu prêter une partie de ce terrain pour qu'on installe cette pierre. Donc tous les passants pouvaient voir. C'était une des actions de Hilde. Il y a plein d'histoires. C'est elle qui m'a, pour la première fois, vous avez entendu parler des Stolperstein? Oui? Stolperstein, alors j'explique. C'est un artiste allemand de Cologne qui a découvert, bien après la guerre, que un groupe de 1200 bohémiens ont été déportés dans la même nuit. Donc il a pris l'initiative, sans demander l'autorisation de qui que ce soit, de faire un marquage au sol du lieu où ils ont été pris jusqu'à la gare de Cologne. Et ensuite, il lui est venu l'idée... Ah bon? On les voit? Alors, ensuite est venue l'idée de faire ce qu'il appelle les Stolperstein. Stolper veut dire en allemand de buter. En fait, on ne s'y bute pas puisqu'ils sont au ras du sol. Sur ces Stolperstein doivent être posés devant la maison où ont été déportés des gens, mais pas uniquement les juifs, où étaient massacrés des non-juifs également. Mais c'était principalement pour les juifs.
Et donc, elle m'a emmené à une cérémonie de pose de pierre à 50 km de là. C'est là où j'ai fait la connaissance de l'artiste et où je vois ce que c'était cette cérémonie. Alors, du Stolperstein, maintenant, il y en a 40 ou 50 000 en Europe, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Pologne, beaucoup en Hollande, beaucoup moins en France. Ça commence maintenant à Strasbourg, puisque nous allons avec Hélène pour la pose d'une telle pierre à Strasbourg pour être posée le 16 mai. J'ai parlé à mes 2 sœurs survivantes que moi j'étais prêt à commander des Stolperstein pour nos parents. Elles n'étaient pas très chaudes, alors je n'ai pas insisté. Je saute du canal et un neveu anglais qui était très peu intéressé par l'histoire de sa mère, c'est-à-dire Ruth, s'est beaucoup intéressé à la fin des jours de Ruth et surtout après son décès. Il a fait énormément de recherches sur notre histoire, il a trouvé énormément de choses sur Internet. Et un jour, il nous envoie une photo devant l'orphelinat de Mannheim. 3 pierres étaient posées. Moritz Oppenheimer, Margaret Oppenheimer et une autre personne dont je ne maîtrise plus le nom. Soi-disant, c'est une personne qui travaillait avec mes parents dans la maison. Je voulais ils connaîtraient l'histoire de ces pierres quand même. Qui a posé? Pourquoi? Et Ruth était un peu connue à Mannheim. Mannheim a fait de grandes actions pour les Juifs déportés. Personnel à la mairie ne pouvait nous renseigner. Et Frankisch Kombach, justement par Hilde Katzenmayer, quand elle était très âgée, une femme plus jeune est venue l'aider, dont nous avons fait la connaissance, et on était devenus très amis. Je lui ai demandé est-ce qu'elle ne pouvait pas se renseigner pour l'origine de ces pierres. Elle m'a dit oui, et au bout de 48 heures, j'avais la réponse. C'était les personnes, la maison avait 2 ou 3 étages, elle n'a pas été détruite par les bombardements, et une partie de la maison a été occupée au rez-de-chaussée par un encadreur, et qui avait son appartement au-dessus ou en dessous. Et l'histoire est la suivante. Ils avaient une fille, quand elle était en âge de travailler, elle est partie à Berlin. Et pour les 72 ans de son père, elle l'a appelé. Ça, j'ai connu ça par Barbara, toute l'histoire. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour avoir comme cadeau? Comme tous les pères de 70 ans. Alors, elle a dit, qu'est-ce que ça te dirait si je mettais des Stolperstein pour les Oppenheimer devant ta maison? Qui ont habité là, début 39 jusqu'à octobre 40. Pas de problème. On dit à Natacha, il faut que, à la première occasion, il faut que nous puissions rencontrer ces gens. Et on a rencontré des gens. Tout ça, c'était l'été dernier. L'été dernier, c'était tout à fait normal. Et il connaissait pas mal l'histoire de la maison. Donc, effectivement, après la guerre, la communauté juive, la synagogue était détruite, donc les offices pour les juifs qui restaient se faisaient dans cette maison. Il nous a indiqué, il ne connaissait rien au judaïsme, il nous a indiqué dans la cour derrière la maison où devait se trouver la soukha, parce que c'était un carré planté avec des petits buissons. C'était quand même assez surprenant. Et donc, nous sommes repartis. Et le but était aussi de voir des gens, je ne le raconte pas dans l'ordre chronologique, peu importe, de Frankisch Kombach, quelqu'un qui avait racheté notre maison. Non, la maison familiale. La fabrique a été divisée en appartements.
pour faire sa maison particulière et au rez-de-chaussée avoir son bureau d'assureur. Il n'était pas du tout de Frankish Combach, mais il a appris l'histoire. Et un an auparavant, j'étais à Frankish Combach pour une conférence que donnait Barbara sur un livre qu'elle a écrit à propos de ma mère. Et en sortant, elle me présente un monsieur. Et ça, c'est le monsieur qui habite maintenant ta maison. Quoi, votre maison. Je suis allé voir et j'ai vu cette maison. Elle était complètement refaite et agrandie. Et au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée, sur 2,50 m ou 3 mètres de long, inscrit, alors en allemand, Oppenheimer und Söhne, Zigarrenfabrik. Et entre parenthèses, anciennement. Et c'était le logo? C'était pris sur le logo des papiers à lettres de mon père d'il y a presque 100 ans. Alors ça aussi, j'ai dit à Natacha, il faut aller voir ce type. Et donc, peu importe, il y a 2 ou 3 ans, nous sommes allés retourner le voir, il nous a gentiment reçus, et on a parlé longuement. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'avait dit, peut-être que je ne suis pas un vrai Allemand, puisque ma mère a épousé un Turc. Donc l'inscription existait déjà sur la maison, et au rez-de-chaussée, entre les 2 fenêtres, il y a une vitre, vous la voyez, derrière laquelle il y a un téléviseur, où il fait l'information pour son travail, pour les assurances. Et en même temps, il passe des vues de la chorale à laquelle il participe. Mais aussi, il raconte l'histoire des Open. Sur l'une des photos, on voit mon père, non? C'était quand même assez surprenant. Et lors de cette visite, il nous a dit, ma voisine, c'est une voisine aussi dans l'ancienne fabrique, qui a installé un atelier de céramique et qui a donc un petit magasin et son logement au-dessus. Avec elle, ils ont décidé, il nous a dit, vous avez déjà fait beaucoup de choses pour vos parents, mais personne n'a rien fait pour votre oncle Gustave et tante Ida. Donc ils ont commandé des Stolberstein pour oncle Gustave et tante Ida. Ces Stolberstein ont été posés le 10 février dernier. Et nous leur avons dit, pour nous c'est très difficile, le corona, etc., d'être là. Ça ne fait rien, on vous fera une réception au mois de juillet. Donc nous avons rendez-vous là-bas le 21 juillet. Pardon? Bon, vous pouvez me poser des questions, naturellement. Est-ce que vous avez su comment vos parents... Est-ce que vous avez su comment ils sont devenus vos parents? Uniquement par le mémorial de Plastel. Pardon? On connaît le numéro du convoi et la date. Vous l'avez appris après la guerre? Non, oui, ça a été publié bien longtemps après la guerre. Mais sinon, nous ne savions rien. Fabienne, plus fort, plus fort. Est-ce que vous avez des lettres de vos parents que les parents vous ont écrites? J'étais un gamin assez odieux, mais comme j'ai raconté à Sylvie cet après-midi, je crois, je n'ai pas gardé les lettres de mes parents. Non, mais explique pourquoi. Il n'y a pas Oui, gardé. j'étais convaincu que je reverrais mes parents. Par contre, ma sœur Ruth a gardé toutes les lettres bien. On a la photocopie de lettres que mes parents, une des lettres, la lettre d'adieu que ma mère m'a écrite. Parce qu'elle s'est adressée à tous les enfants et toutes les connaissances. Quand vous étiez enfant dans le camp, et que vous avez appris que votre père était malade, ne se portait pas bien? Attendez, je vous entends mal. Enlevez le masque parce qu'on entend plus rien.
Et quand vous étiez enfant dans le camp et que votre père se portait pas bien, comment vous avez réussi à passer dans cette baraque? Je suppose que... Ah non, je vous ai dit que les enfants pouvaient se déplacer facilement dans le camp. Ça, il n'y avait aucun. Et de chez mon père, j'allais de temps en temps voir ma mère, bien entendu. Et comment votre mère a su qu'ils ne se portaient pas bien? Comment ma mère a su qu'ils ne se portaient pas bien? Les informations devaient passer quand même par le bouche à oreille, je ne sais pas exactement. Là, je ne peux pas vous dire, mais elle l'a su. Mais elle savait déjà qu'il n'était pas en bonne santé avant de partir à Guillaume. Il est revenu complètement achevé. Elle est magnifique. Mon frère d'Argentine, tu as gardé contact avec lui? Mon frère d'Argentine, très rapidement, a rejoint Ernst aux États-Unis et s'est installé à New York et s'est marié là-bas. Pourquoi vous n'êtes jamais retrouvés? Ah, attends, le frère, elle a rencontré. Bonne question. D'abord, les billets de bateau ou d'avion coûtaient extrêmement cher. Alors, Ernst est venu une ou deux fois parce qu'il avait des affaires. Il faisait des affaires dans les semelles spéciales de chaussures, je ne sais plus, en Allemagne. Donc, il passait nous rendre visite. Myriam l'a emmené une fois à Paris en 2 jours. Il paraît qu'il était complètement affolé. Donc Werner, je l'ai vu une fois entre 1938 et son décès. Il est venu en France 48 heures, 4 jours en avec sa femme. 78. Avec sa femme. 40 ans après qu'il l'ait quitté. Et je dois dire qu'ils se sont retrouvés comme si c'était jamais quitté. Ils étaient incroyables. Au bout de 40 ans. En allemand. En allemand, bien sûr. Moi, en anglais, il n'était pas encore. Il n'est pas encore. Non, tu parles très bien. Arrête, et puis. Voilà. Alors, je voulais surtout faire allusion à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec mon village natal. J'ai fait sa connaissance à Yad Vashem lors d'une plantation d'un arbre pour des justes. Et les justes en question, c'était les personnes Quaker. L'une d'elles était morte déjà, donc on a planté un arbre en son nom à Yad Vashem. Pardon? Tu te rappelles du nom? Hollenbuch, quelque chose comme ça. Hollenbeck. Et l'autre Misrech était là avec nous puisqu'elle était encore vivante. Mais là, c'est toute une histoire avec Uri, parce que Uri ne voulait plus rien savoir de l'Europe en quittant l'Europe en 1946. Il m'a dit ça des années plus tard, j'ai déchiré mes papiers et j'ai dit l'Europe c'est fini maintenant pour moi. Mais le fait est que pour des raisons différentes, les choses ont changé et c'est lui qui s'est beaucoup occupé de Misrech. Et donc il y a eu cette cérémonie à Yad Vashem. Et ensuite, on s'est réunis. Il y avait d'autres anciens d'Aspect qui étaient là. Et on s'est réunis dans l'appartement de l'un d'eux. Et il y avait 2 personnes qui étaient un peu à l'écart. Je ne comprenais pas qui c'était. Et finalement, c'est un pasteur protestant allemand qui était là avec sa femme. Il s'appelle Albrecht. Et sa femme Ulrike Lorbecher. Très rapidement après, je connais leur histoire beaucoup mieux aujourd'hui, leur vie s'est complètement transformée. Ils se sont investis dans le judaïsme allemand, dans Israël, dans tout ce qu'ils pouvaient. À la fin de son activité en Israël, pendant déjà plusieurs années, un ancien d'Aspect, un ancien des enfants Aspect, qui est allé aux États-Unis et qui a réussi financièrement très bien, lui a alloué un budget de 50 000 € par an, je crois, pour faire visiter Israël à des journalistes allemands
à condition qu'il n'y était jamais allé. C'était ça la condition. Et il a fait ça jusqu'il y a 2 ans, quand on était chez toi. Ah oui, il y a 2 ans. Et donc c'est un type tout à fait extraordinaire. Un jour, j'étais chez lui à Weinheim, il était au téléphone, il m'a dit « Attends, je vais te raconter ». Il s'est disputé avec un propriétaire d'une maison de Weinheim, un Allemand, qui n'était pas content qu'il y ait une pierre, un Stolperstein devant sa maison. Et il est arrivé à le convaincre en disant que ça doit rester là. Alors, il allait tous les kippours, il allait à la synagogue de Mannheim. Et lors de la cérémonie de sa retraite où j'étais invité à Weinheim, la responsable de la comité de Weinheim lui a dit « Votre place sera toujours réservée jusqu'à la fin de vos jours. » Bon, alors ce sont quand même des histoires un peu hors de l'ordinaire. Si vous avez des questions. J'ai fait passer des livres sur la famille Oppenheimer. Cette brochure qui est en français, il y a un livre en hébreu et il y a aussi en anglais. Ceux qui sont intéressés peuvent nous demander, on les a en covettes. On peut le recevoir sur C'est un livre on peut le lire sur l'internet. Oui, c'est un livre que la sœur de papa a écrit il y a combien qui raconte l'histoire de la famille Oppenheimer. C'est un livre extraordinaire. Voilà, là c'est une traduction française, mais en fait l'original est en anglais sur Amazon et on a fait nous une traduction en ivri Qui passe. La traduction est très bonne en ivri. En français c'est moyen. Moins bon. Non, c'est vrai. En anglais c'est très bien. En anglais, c'est très bien, Sylvie. Mais c'est de l'anglais britannique. Quelqu'un a des questions Oui. Fabienne. Quand vous êtes revenu en Allemagne, vous avez d'abord, quels étaient les sentiments? Moi, ce que vous avez, j'imagine que ça devait pas être facile. Et ensuite, quand vous êtes revenu dans votre village, dans Mannheim, est-ce que vous avez raconté des réactions très positives de gens, mais est-ce que vous n'avez pas eu aussi d'autres réactions? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il y avait encore pas mal de gens qui étaient anti-juifs, puisque je n'ai peut-être pas raconté tout à l'heure. Ah si, mon frère Ernst a fait le ménage un peu pendant qu'il était à l'armée américaine. Et une petite anecdote, quand je venais au village, c'est un village, même s'il y avait 2000 ou 2500 habitants, on savait que j'étais là. Et un jour, à l'hôtel où j'étais, le seul hôtel du village, il y a un coup de téléphone en me disant, je ne me rappelle plus son nom malheureusement, un type très sympathique, un jeune photographe qui a emménagé une partie de l'usine au dernier étage parce qu'il y avait des grandes fenêtres pour faire son studio photo. Et il m'a appelé, j'ai besoin de vous voir. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Alors je suis allé le voir. Il m'a dit, vous savez, j'ai commencé à nettoyer les combles et ça sent encore le tabac. Et il me dit, j'ai aussi retrouvé des lettres en tête, des factures, des lettres en tête de votre père. Et c'est là on est tout de suite tombé copains. Il s'est installé avec son épouse ou sa copine dans un très bel appartement qu'il a emménagé. Et ce qui était sur la rue, je ne sais pas s'il y a une photo, le bureau de mon père, c'était une toute petite avancée. Il voulait faire une inscription, mais c'était bien avant l'anecdote que je vous ai racontée, comme quoi il voulait mettre, je ne sais pas s'il voulait mettre le nom d'Oppenheimer, mais quelque chose pour la paix ou quoi que ce soit, ou le truc de Picasso, la colombe de Picasso, je ne sais plus exactement. Il a fait comprendre, tu fais ça et tes fenêtres seront cassées.
Donc c'était pas encore terminé. Michou, moi je me souviens, dis-moi si c'est exact, qu'il y a une dizaine ou quinzaine d'années, il y avait eu un vote au village et il n'y avait pas eu la majorité pour mettre des Stolpersteine. Ça, je ne sais plus. Ouais. Maintenant, beaucoup de gens arrivent au village parce que c'est des gens qui quittent les grandes villes voisines. Darmstadt, c'est une ville de 300 000 habitants à 30 km, donc il y a des gens qui préfèrent vivre dans un village, etc. Donc la mentalité du village a probablement beaucoup changé. Oui, c'est une anecdote quand Ruth est venue pour la première fois avec moi au village. Il était 3 ou 4 heures de l'après-midi. Moi, j'aime bien les pâtisseries. Et innocemment, je lui ai montré une pâtisserie. Justement, le patron du cinéma, il dit, on va manger un gâteau. Elle me regarde. Tu es fou. Ce sont des nazis. Aucune idée qui était nazi et qui ne l'était pas. Bon, ce n'était pas le propriétaire actuel qui était nazi, c'était son père probablement. Mais elle se souvenait, alors qu'elle n'avait qu'un an de plus. Par exemple, vous avez retrouvé Les les familles de ceux qui n'étaient pas très sympathiques pendant la Kristallnacht de la Chamarette. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Alors, une anecdote d'avant la Kristallnacht, à ce moment-là, puisqu'il n'y avait plus d'école, l'école de Höchst était terminée, donc j'avais du temps de libre et j'allais souvent chez des voisins paysans tenir le cheval ou aider à arracher des pommes de terre. Et très souvent, on me donnait un sac de pommes de terre à ramener dans la maison. Je ne savais pas que c'était si précieux que ça pour mes parents. Donc il y avait des gens qui aidaient. Bien sûr, bien sûr. Vous apportez du charbon. Une question. Le camp de Gurs, tous ces camps, ils étaient dirigés par la France. Bien sûr. Ben oui, c'était des militaires français. Est-ce que la français. décision d'interner les juifs allemands au lieu de les laisser en liberté, c'est une décision française ou une décision allemande? Non, c'était demandé par les Allemands. Exigé par les Allemands. Que voulez-dire que fassent les Français avec... Ils auraient pu les laisser en liberté. Ah. Pour mettre au point un peu les choses, les Allemands ont envoyé donc, les 6500 personnes de Baden-Württemberg sans prévenir Vichy. Et donc tout d'un coup, ces gens se sont retrouvés en zone sud et Vichy ne savait pas quoi en faire, a décidé, et ça c'est une décision française, de les interner dans des camps qui existaient déjà, qui étaient prévus en partie pour interner les juifs étrangers qui étaient en zone sud. Ah oui. Donc la décision de mettre là-bas les juifs, c'est une décision française, mais qui correspond à l'idée qui est à ce moment-là au gouvernement de Vichy, à savoir que les juifs étrangers sont un poids et que donc il faut les retirer de l'économie, puisque le grand problème de la France à ce moment-là, c'est le chômage, et donc il faut pouvoir donner du travail aux gens en zone sud et donc retirer les juifs étrangers de là. Mais dans le même temps et en parallèle, c'est quand même important de le dire, Vichy a commencé à négocier avec, entre autres, les États-Unis pour faire partir ces juifs étrangers de zone sud vers l'Amérique du Nord. Oui, je me souviens, nous sommes partis de la maison d'enfants. C'était la seule fille qui était parmi les garçons. Elle s'appelait Doris, de donc de l'orphelinat. Et elle est partie très rapidement aux États-Unis, probablement parce qu'elle avait... Il y a eu des cas individuels, effectivement, mais il y a eu un refus de la part de Roosevelt et de son... Moi, j'ai des lettres dans mes dossiers du refus. Ils avaient peur que s'ils amenaient aux États-Unis un certain nombre de juifs allemands, alors que les nazis allaient envoyer de nouveaux juifs allemands en France et que de nouveau il faudrait faire la même
c'est pas impossible. Et donc, il ne voulait pas ouvrir le bar. J'ai une petite anecdote que j'ai oublié de signaler. Quand ma mère a envoyé la lettre aux frères et sœurs et à ses enfants, la dernière lettre disant qu'elle partait, mon frère a reçu cette lettre aux États-Unis en même temps qu'il a reçu l'autorisation de visa pour mes parents. Donc c'était à quelques heures. Vous n'avez pas dit où vos parents ont été déportés? À Auschwitz. À Auschwitz. Oui, mais ça, tout ça, je le sais seulement à partir du moment du mémorial de Glasfeld. Le convoi numéro 20. À propos de Gurs, une anecdote m'a été racontée par le neveu du rabbin Hirschler. Il avait à cette époque-là 16 ou 17 ans. Il s'entendait bien avec son oncle. Son oncle l'a emmené avec Gurs à bicyclette. Et c'est lui qui me l'a raconté. Et il a dit à son neveu, on sort à pied, on laisse les vélos ici. Ça a permis à 2 personnes de s'enfuir. Oh, pardon. C'est pas la France, vous avez pas de la France de l'état d'attestation. Ils appellent ça que vos parents étaient décédés, de décès, des attestations. Si, il y a eu un document, mais bien après la fin de la guerre, disant que mes parents étaient déportés. Mais c'est tout ce qu'on savait à la préfecture de Paris. Ils ne savaient pas que c'était à Auschwitz. Non. C'était... Ça ne les intéressait pas beaucoup non plus. Non, parce que moi aussi, c'est la même chose. Jusqu'à Glasfeld, on ne savait pas. J'ai vu des pierres comme ça au Havre. Ils ont été déportés à telle date au Havre et assassinés à Auschwitz. C'est possible. La tradition théoriquement d'origine était de mettre la pierre devant le dernier domicile. Oui, et donc pour mes parents à Mannheim. Ils ont été déportés et assassinés. Il y en a dans toutes les villes allemandes, sauf à l'époque, l'artiste m'a expliqué, sauf à Munich, où il y avait une grande communauté juive, et la responsabilité de la communauté était contre. Donc on n'a pas toléré la pose de ces pierres. À Mannheim, c'était encore une grande communauté. Je crois que de Mannheim même, le jour où nous avons été déportés, je ne sais pas, 2 ou 3 000 personnes, 6 000, tous les... C'était une grande communauté. Il y a encore quelqu'un qui veut poser peut-être la dernière question et après on va se séparer. Quelqu'un veut encore